BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho spéciale fête. On retrouve, ils étaient déjà là dans la première partie de l'émission, Christian Chavagneux, Julien Damon, Jean-Marc Daniel, et nous avons le plaisir d'être rejoints par Benaouda Abdelhaim qui nous proposera son tour du monde de fin d'année. Allez, on démarre avec les deux débats qui risquent d'enflammer vos conversations de fête, et donc on a décidé de vous fournir quelques arguments pour y participer. Le premier débat, c'est autour du ras-le-bol du diktat écolo, qu'on sent plus ou moins monter ou pas d'ailleurs. Et là, on commence avec votre choix, Julien Damon, le livre d'Hervé Marchal, Jean-Marc Stébé, Le Pavillon, une passion française. Ça, c'est bon pour commencer à discuter. Ah, ça c'est bon, ça, Coco. Ouais. Oui. On se rappelle de Madame Emmanuelle Vargon lorsqu'elle était ministre de l'écologie. Elle avait eu cette phrase politiquement malheureuse, écologiquement, à mon avis, et à l'avis de pas mal d'autres personnes, sensée, consistant à dire que le modèle du pavillon individuel posait des problèmes et n'était pas soutenable à long terme. Alors, si on doit se fâcher sur ce dossier, on va peut-être y arriver, je pense qu'il faut d'abord lire ce que nous racontent Hervé Marchal et Jean-Marc Stébé, deux pavillonnologues, sont des spécialistes du pavillon, qui nous rappellent, parce que nous sommes des gens sensés ici, nous le savons, combien les Français aiment le pavillon. Oui. Vous avez la maison rêvée des Français, c'est quand même une maison individuelle. C'est une maison individuelle, c'est même beaucoup plus précis. C'est une maison avec un jardin qui permet de faire le tour de la maison et qui permettent sociologiquement, il y a des travaux très sérieux là-dessus, de faire des barbecues, ce qui permet d'avoir une sociabilité particulière. Ceci dit, au-delà de ce clin d'œil sur le barbecue et sur cette sociabilité particulière, le sujet politique essentiel, c'est comment faire pour limiter cet étalement urbain quand aujourd'hui 60% des Français vivent en pavillon et quand en réalité 80% des Français n'aspirent qu'à vivre en pavillon. Alors ce que nous décrivent ces deux auteurs, c'est qu'il y a du pavillon enchanté, formidable, les gens sont contents, etc. Puis il y a des phénomènes de cycle de vie en la matière. On est content quand on a des enfants, puis quand ils s'en vont, on est un peu ennuyé. Et il y a des pavillons désenchantés, parce que ça coûte très cher en matière, par exemple, de frais automobiles. Et puis, on peut aussi imaginer des densités heureuses, c'est-à-dire des vies en ville, qui permettent à tout à chacun d'être heureux en ville. Donc, un petit livre qui permet d'avoir les arguments, les éléments, pour pouvoir après, se bagarrer sur cette question essentielle de l'écologie au regard de notre habitat. Christian Chavagneux, vous avez choisi, vous, un mauvais usage du monde. Alors Stéphane Foucard, notre collègue du Monde qui suit tout un peu ce qui se passe autour des produits chimiques qui nous empoisonnent et qui empoisonnent nos vies malheureusement au sens premier du terme, c'est chez Seuil. Peut-être pas pendant les fêtes, mais se retrouver comme moi à un mariage avec un agriculteur qui épand du glyphosate à longueur de journée et que vous avez besoin d'arguments, vous allez peut-être en trouver un petit peu Très ici. Bien. Parce que ce que montre l'auteur, il nous rappelle bien évidemment que chez Monsanto, on sait déjà depuis très longtemps que ça pose quelques problèmes au niveau de la santé, mais surtout il nous décrit un système glyphosate qui va bien au-delà de l'utilisation uniquement du glyphosate en agriculture, qui n'est pas utilisé, contrairement à ce qu'on pense, pour augmenter les rendements en fait, mais c'est parce que ça économise de la main-d'œuvre et ça permet des traitements sur des grandes parcelles, ce qui là permet des économies d'échelle et entre parenthèses signale l'auteur aussi une financiarisation des terres agricoles. Si on supprimait le glyphosate demain matin, nous dit Stéphane Foucard, il y aurait plein d'autres cochonneries qui viendraient remplacer. Donc attention, c'est un système global d'agroécologie qu'il faut remplacer et ça prendra vraiment beaucoup de temps. Eh ben dans les champs, on y va avec vous. Jean-Marc Daniel, votre choix, la modernité est dans le pré. Oui. Sarah Farmer, donc Sarah chez Flammarion. Chez Flammarion, indépendamment de son nom, elle est anglaise et elle s'appelle Sarah Farmer. Donc pour parler de la campagne, ça paraît tout à fait indiqué. Mais donc justement, elle raconte comment l'exode rural en France, qui a commencé vraiment à partir des années 1945-1950, a modifié complètement le rapport des Français à la nature et complètement le type de gens qui vivent à la campagne. Elle dit, dans les années 50, vivaient à la campagne essentiellement des agriculteurs. Maintenant, il y a trois types de gens qui vivent à la campagne. Il y a les agriculteurs qui continuent à être là. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les rurbains, maintenant, des gens qui habitent à la campagne et qui font dans des pavillons, justement, et qui font les allers-retours quasiment quotidiennement pour aller travailler dans les grandes métropoles. Et puis, il y a tous les gens qui veulent redécouvrir la nature, donc les hippies des années 60, les écologistes d'aujourd'hui. Et ce qu'elle dit bien, c'est que ce sont ceux qui sont en fait les plus inadaptés à la nature. C'est-à-dire ceux
ceux qui vont vers la nature, qui vont retrouver la nature et qui la découvrent avec consternation. Alors, il y a un certain humour. Ça s'arrête dans le milieu des années 80-90. Donc, ça ne concerne pas le début de ce siècle, mais c'est très instructif et encore une fois écrit avec une certaine forme d'humour. Donc, c'est assez agréable à lire. Merci messieurs. Voilà des arguments pour ce premier débat autour de l'écologie. Le deuxième débat, on ne pouvait pas passer à côté, c'est forcément le débat sur l'intelligence artificielle. Voilà, est-ce qu'elle nous emmène vers un monde merveilleux ou bien est-ce qu'elle nous emmène vers un monde infernal? Julien Damon, vous avez choisi un livre qui nous présente plutôt quelle vision? Ah oui, la vision désastreuse, apocalyptique. Alors, ça n'est pas précisément sur l'IA. Si j'avais dû me cantonner à l'IA, j'aurais pris un bouquin qui n'est pas sorti cette année, qui est plus ancien, qui est celui de Luc Julia, qui nous dit bien l'intelligence artificielle n'existe pas. Là, c'est Servan de Mouton, Humanité et numérique, les liaisons dangereuses. Exactement. Alors, c'est une neurologue, Servan de Mouton, qui a réuni 25 experts, essentiellement des médecins, et qui nous montre toutes les difficultés liées au numérique, les difficultés d'une humanité qui est piégée par obstruction de l'attention, par distraction généralisée, hébétude, addiction aux écrans, etc., etc. Un numérique qui soutient la pornographie, la violence, qui alimente, si on peut se permettre l'expression, la sédentarité et l'obésité, et puis qui déshumanise les métiers comme ceux de soignants ou d'enseignants. Et elle plaide pour plus d'hygiène numérique. Elle n'a pas la recette magique. Elle dit juste quelque chose de très important, c'est qu'il faut que les parents soient exemplaires en la matière. Et je trouve que c'est le plus difficile en tant que parent. Ceci dit, cet ouvrage, bardé de notes scientifiques, n'est pas un ouvrage d'économiste, c'est un ouvrage de synthèse sur les savoirs de la neurologie, on va le dire ainsi, et ça répond bien à la question, au moins, est-ce que ça nous emmène en enfer ou en paradis, le numérique? Et la réponse, c'est que ça ne nous y emmène pas. Nous y sommes en enfer. Bon, et puis c'est bien sur ces sujets de mobiliser toutes les disciplines. Jean-Marc Daniel, vous allez nous parler du livre qui pour moi est peut-être le plus intéressant de tous ceux qui sont sortis ces derniers mois sur l'intelligence artificielle, La Déferlante, par Mustapha Suleyman chez Fayard. Oui, absolument. Alors, Mustapha Suleyman essaie d'avoir une vision équilibrée dans un discours ambiant général qui est essentiellement catastrophiste. Il dit que c'est une innovation. Alors, c'est un praticien. À l'origine, il a créé plusieurs boîtes autour de l'intelligence artificielle. Il est notamment à l'origine d'une série de programmes qui ont battu aux échecs et aux jeux de Go des champions humains reconnus. Et il explique que, en fait, comme toutes les innovations technologiques, ça va avoir comme conséquence, à la fin, une amélioration considérable de la productivité, de notre niveau de vie, une amélioration de notre bien-être. Mais il dit qu'il faut se méfier parce que d'abord, effectivement, là aussi, il y aura des emplois qui vont disparaître, donc il va y avoir des gens qui vont résister. Il faudra répondre à l'angoisse des ludites, comme on disait au 19e siècle, des gens qui vont perdre leur emploi. Il dit bien que ce qu'il y a d'important, c'est que ces ludites sont des gens qui se croyaient jusqu'à présent protégés, c'est-à-dire des gens qui avaient des métiers intellectuels, des gens à qui on a dit faites de la formation, ayez des diplômes, et comme ça, vous allez être tout à fait en cohérence avec l'évolution du monde. Or, on est en train de leur dire non, mais pas du tout, on n'a plus besoin de vous. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que vous. On a plus besoin maintenant de bras que de tête. L'intelligence elle-même est en train d'être prise par la machine. Et puis la deuxième réflexion qu'il fait, c'est que pour lutter contre les dangers que souligne le livre dont a parlé Julien, c'est-à-dire l'utilisation à des fins criminelles, il faudra une régulation, mais il ne faut pas que la régulation aille trop loin et empêche le progrès de s'exprimer. Donc le livre est plutôt optimiste dans une vague générale qui est pessimiste, mais il explique quand même qu'il faudra qu'on maîtrise la chose, qu'il faudra raison garder en la matière. Il ne faut pas se laisser aller à dire c'est merveilleux, c'est magique, tout va être pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc c'est un livre, et puis alors effectivement on sent bien que le personnage qui a écrit le livre connaît bien le sujet, il est dans l'intérieur, il a vu comment ça fonctionnait, il sait comment on utilise l'intelligence artificielle. C'est un des livres effectivement les plus importants du moment. Écoutez, moi je vous en cite un troisième, pareil, qui cherche plutôt à dépassionner ce débat et à démonter un peu les idées reçues. C'est Le Voyage au bout de l'IA d'Axel Sipel aux éditions de Bouec. C'est une sorte de livre synthèse qui nous dit attendez, il faut garder quand même un peu la raison. En réalité, c'est ni une rupture, ni un saut
conceptuel, c'est la suite finalement de la numérisation de nos vies. Et voilà. Et donc on démonte un certain nombre d'idées reçues sur l'intelligence artificielle. C'est un livre qui explique aussi de façon assez pédagogique finalement tous les grands concepts qui sont mobilisés dans cette avancée de l'intelligence artificielle. Voilà, un livre plutôt pédago, plus qu'un livre polémique.